Retrouvez les interviews santé de Rebecca. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine dans cette émission santé sur Radio JM. Vendredi 31 mai sera la journée mondiale sans tabac. Pour cela, je reçois le docteur Boyer-Arnaud, pneumologue à l'hôpital Saint-Joseph à Marseille. Bonjour docteur. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci à vous pour l'invitation. Chaque 31 mai, la journée mondiale sans tabac met en lumière les dangers, y compris mortels, que le tabac représente pour la santé. L'école participe activement à la lutte contre le tabagisme en informant et en responsabilisant les élèves. Cette journée a été instituée par l'Organisation mondiale de la santé en 1987. Alors pour commencer, docteur, pouvez-vous nous expliquer brièvement pourquoi la journée mondiale sans tabac est importante et donc quels sont les principaux objectifs de cette journée ? Alors tout d'abord, en fait, il faut voir que le tabagisme, c'est l'une des principales causes de mortalité en France et dans le monde. Et donc il était important et c'est une cause de mortalité évitable. Donc il était important qu'on ait en plus des moyens médicaux qui sont mis en œuvre et dont on va parler tout à l'heure, qu'il y ait aussi des mesures de santé publique qui soient prises. Ça, c'est au niveau politique, avec le prix des cigarettes, avec différentes choses, l'interdiction de la publicité, mais aussi de la communication pour informer le grand public sur ce fléau. Et ça passe par deux événements importants qui sont le mois sans tabac durant le mois de novembre et la journée mondiale sans tabac du 31 mai. On sait que par exemple, durant le mois sans tabac, il y a eu des études qui ont été faites et qui ont montré qu'il y avait eu énormément d'arrêts du tabac durant ce mois-là. Et donc tous ces événements de communication participent à la lutte contre le tabagisme, à un niveau moindre que le niveau médical et que le niveau santé publique, mais ça y participe aussi. Alors, quels sont les principaux effets du tabac sur notre organisme ? Alors, le tabac, via la fumée de cigarette qui entraîne la combustion, peut entraîner différentes pathologies, notamment pulmonaires et cardiovasculaires principalement. Pour ma part, au niveau pulmonaire, les deux principales pathologies que cela entraîne sont la BPCO et le cancer, qui sont liées donc à l'inhalation de fumée de cigarette. Et donc, à quoi est due cette dépendance à la nicotine ? Alors, la dépendance à la nicotine, c'est lié en fait... Donc, quand on inhale donc de la fumée de cigarette, on va inhaler de la nicotine qui va ensuite se fixer sur nos récepteurs au niveau cérébral et ça va entraîner donc une dépendance qui va donc, comme toute substance addictive, entraîner qu'on va avoir continuellement besoin de l'entretenir en fumant et même parfois pour la satisfaire, augmenter les doses pour que ça nous permette de satisfaire ses besoins. Et en plus, ça libère des neuromédiateurs qui sont liés aussi au plaisir. Donc, du coup, ça entretient le phénomène. Alors, pouvez-vous, nous expliquer comment le tabac endommage les cellules des poumons et donc pourquoi cela peut amener à un cancer ou à donc une BPCO, les deux principales. Déjà, il faut voir que dans la fumée de cigarette, il y a une fois qu'elle est fumée, donc il y a eu le phénomène de combustion, il y a eu à peu près plus de 7000 agents chimiques et il y a plus de 70 agents cancérigènes qui sont produits par la fumée de cigarette. Et ça va entraîner au niveau des cellules du poumon sain des modifications de son ADN, qui fait que la cellule du poumon qui était normale peut petit à petit devenir une cellule du poumon avec modification et à terme se cancériser. Il y a d'autres phénomènes qui sont impliqués, c'est notamment ça favorise aussi l'inflammation de nos cellules, et c'est ce phénomène inflammatoire aussi qui est favorisé, qui lui est plutôt favorable au déclenchement de la BPCO notamment. Après il y a plein d'autres mécanismes qui se placent au niveau pulmonaire, notamment le drainage bronchique au niveau de nos cils respiratoires qui est altéré. Mais en tout cas pour le cancérisation, c'est les modifications de l'ADN. Pour la BPCO, c'est plus un phénomène inflammatoire. Et quels sont les autres types de cancers qui peuvent être causés par la cigarette ? Alors, le tabagisme, en effet, le cancer du poumon, c'est celui qui est le plus connu comme étant lié directement au tabagisme, mais il y en a d'autres. On sait que les cancers de la sphère ORL, forcément, sont directement liés, mais il y a une quantité de cancers où il y a un lien du tabac qui est peut-être moins fort que pour le cancer du poumon. On peut un peu plus les avoir quand on est non-fumeur, mais on sait que ça augmente le risque également de cancer du sein. Alors, c'est directement corrélé notamment au cancer de vessie. Et donc, il y a plein de différentes pathologies cancéreuses qui sont liées aussi au tabagisme.
Y a-t-il des signes précoces de maladies liées au tabac que les fumeurs devraient surveiller? Alors c'est une très bonne question. Le problème, par exemple, pour le cancer du poumon, celle qui nous inquiète le plus, on va dire, liée à la cigarette, c'est que ça reste une maladie très silencieuse au début. Donc c'est-à-dire que souvent, ça fait pas mal, ça n'essouffle pas quand c'est situé au milieu du poumon. Et donc si on n'a pas fait de scanner pour s'en rendre compte, on s'en rend compte au moment où c'est un peu plus gros et où ça parle un peu plus. Et donc, selon où c'est placé, on peut ne pas tousser, ne pas être essoufflé, ne pas avoir mal. Et donc, c'est pas facile. Donc, d'où l'intérêt aussi de corréler la lutte contre le tabagisme avec la nécessité d'un dépistage aussi, parce que le fait que ce soit une maladie silencieuse fait qu'elle peut parler à un stade tardif, la maladie. Donc d'où l'intérêt d'essayer de la diagnostiquer le plus tôt possible. Le plus tôt possible. D'ailleurs, on va revenir sur le dépistage plus tard. Est-ce qu'il y a des risques associés au tabagisme passif? Oui, il y en a. Ils sont bien moindres qu'avec le tabagisme actif. Hein. Ça, c'est évident. Mais il y a quand même toujours des risques de tabagisme passif. Alors, pour le tabagisme passif, juste un point à noter, c'est que quand on laisse la cigarette se consumer sur le cendrier, qu'on reste dans la pièce, c'est là où le risque est maximal. D'accord ? C'est vraiment le risque maximal, c'est quand on laisse la cigarette se consumer sur le cendrier. Quand on est à côté, je dis pas qu'il n'y a pas de risque, mais il est moindre que de laisser la cigarette se consumer. Okay, incroyable. Ça, c'est surtout pour les enfants aussi. Bien sûr. Après, c'est quelque chose qui se fait peut-être moins avant, mais c'est quelque chose qui à l'époque se faisait beaucoup plus. Alors, quels sont les bénéfices immédiats et à long terme pour la santé, donc lorsqu'on arrête de fumer? Alors déjà, il y a un bénéfice à tout âge d'arrêter de fumer. Que ce soit forcément, plus on arrête tôt, plus on sait que par exemple, si on arrête avant 40 ans, on retrouve globalement l'espérance de vie de quelqu'un qui n'a jamais fumé. Alors ça, vous allez le redire. Pour ceux qui n'ont pas encore 40 ans, si on arrête... on retrouve globalement l'espérance de vie de quelqu'un qui n'a jamais fumé. Mais à chaque tranche d'âge, à 50, à 60, même à 70, on a un bénéfice à l'arrêt du tabac et on gagne de l'espérance de vie à arrêter de fumer. Forcément, tout ce qu'on a fumé fait qu'on est un peu plus à risque, même de développer une pathologie cancéreuse, même en ayant arrêté de fumer. Mais globalement, d'un point de vue population générale, on est beaucoup... le risque on a vraiment un intérêt d'arrêter de fumer à tout âge. Et donc, quelles sont les premières étapes recommandées pour quelqu'un qui souhaite arrêter de fumer? Alors déjà... Il faut avoir envie déjà pour commencer. Déjà, il faut avoir la motivation, tout à fait. Ensuite, c'est sûr que tout seul, c'est plus difficile. C'est toujours mieux de se faire aider par des professionnels. Il existe des professionnels en tabacologie qui peuvent aider. C'est pas forcément toujours très accessible, c'est difficile d'y avoir accès, mais ça peut aider. Et après, il existe des solutions éventuellement médicamenteuses, notamment d'aide au sevrage, parce que c'est sûr que c'est une maladie, le tabagisme, on a une dépendance à la nicotine, et donc s'en priver, sans se faire aider et sans la substituer, c'est pas toujours évident, et donc faut y réfléchir et se dire que potentiellement il faut substituer en nicotine pour aider. Avec des substituts du coup nicotiniques qui peuvent être prescrits par tout le monde, parce que depuis je crois 2019, ça peut être prescrit par tout professionnel de santé, et donc et c'est surtout remboursé par la sécurité sociale, donc du coup ça fait partie des mesures de santé publique qui contribuent globalement à la diminution du tabagisme dans la population générale, parce que forcément c'est une maladie. Donc forcément, il faut la traiter aussi, parfois de façon médicamenteuse, parce que oui, les substituts nicotiniques, on met des patchs de nicotine, ou même d'autres moyens d'avoir de la nicotine, la cigarette électronique. D'ailleurs, on va mais en tout cas, ça permet que nos récepteurs soient satisfaits par ces substituts, tout en n'ayant pas les risques de la combustion de la cigarette. La nicotine n'est pas forcément sans risque, ce qui provoque l'addiction, ça peut aussi faire des risques cardiovasculaires, mais en tout cas, il n'y a pas tous les phénomènes de combustion avec tous les agents carcinogènes qui sont corrélés à ça.
Et donc, où les gens peuvent trouver de l'aide et des ressources supplémentaires pour arrêter de fumer, en plus donc des rendez-vous du coup avec psy, enfin thérapie même comportementale, médicaments, substituts. Il existe notamment des sites internet, notamment le site de Tabac Info Service, qui peut aussi aider les gens dans leur démarche vertueuse d'arrêt du tabac. Parce qu'en effet, on peut être accompagné de n'importe quel moment. Et d'ailleurs, une des choses qui marche pour arrêter de fumer, ça marche pas, c'est pas forcément ce qui marche le mieux, mais ça marche. Le conseil minimal pour arrêter de fumer, c'est quelque chose qui marche. Juste conseiller aux gens d'arrêter de fumer, c'est mieux que ne rien leur dire. Incroyable. Incroyable. Et donc, vous avez parlé là des cigarettes électroniques. Est-ce qu'elles sont réellement sans risque, ces cigarettes électroniques? Alors, qu'en pensez-vous? Non, alors la cigarette électronique, déjà, il faut voir ce que c'est. C'est on va chauffer une résistance qui va chauffer une batterie, et dedans il y a du liquide, du e-liquide, et dedans il y a dans ce liquide, on a notamment du propylène glycol et du glycérol qui vont produire l'effet vapeur, ce qu'on appelle donc du vapotage. Par rapport à ça, et après on ajoute d'autres choses, des arômes, de la nicotine ou quoi que ce soit. Ce qui est incroyable, ce qui est génial dans la cigarette électronique, c'est qu'il n'y a pas de combustion. Il n'y a pas de phénomène de combustion, donc forcément, on va pas avoir tous les agents carcinogènes de la cigarette, on va pas avoir aussi le CO qui a pour le risque cardiovasculaire, et donc tout ça fait que la cigarette électronique, c'est forcément beaucoup mieux que la cigarette. Il n'y a même pas à hésiter. Ensuite, la cigarette électronique, autre avantage, c'est que ça a quand même montré un intérêt dans l'aide au sevrage. Donc ça permet quand même globalement aux gens d'arrêter de fumer, parce que c'est quand même quelque chose qui est apprécié par les gens. Et donc ça permet que le fait que ce soit apprécié et utilisé, et qu'on puisse l'utiliser pendant de nombreux mois, globalement, ça permet d'arrêter de fumer. Donc ça, c'est des gros avantages. Après, sans risque, on n'a pas un recul majeur, mais assez pour dire que intellectuellement, on n'a pas l'impression que ce qui est inhalé soit très toxique, et on verra peut-être à long terme, mais en tout cas, ça le sera dans tous les cas beaucoup moins que la cigarette. On a eu quelques cas durant l'été 2019, une petite épidémie de pneumopathie particulière à la cigarette électronique qui était liée au produit qui était dans le e-liquide. Parce qu'en fait, on peut pas tout inhaler dans la vie, on peut pas tout fumer. Et en fait, en fonction de ce qui était mis, il y avait certaines huiles ou quoi que ce soit qui s'inhalaient pas et qui ont provoqué des pneumopathies. Mais globalement, il n'y a pas un risque majeur de la cigarette électronique. Ça peut faire des choses, c'est pas un risque zéro, mais en tout cas, le risque par rapport au tabac, il est complètement négligeable. Un des grands maîtres de la tabacologie en France, le professeur Dotzenberg, dit souvent dans ses congrès où il parle de la cigarette électronique, cette phrase qu'on peut utiliser pour les patients, fumer de la cigarette électronique, c'est comme rouler sur l'autoroute à 140 au lieu de 130, mais fumer du tabac, c'est rouler en sens inverse. Alors ça, on va la retenir, cette phrase. Quels sont les messages clés que vous aimeriez transmettre aux jeunes qui pourraient être tentés de commencer à fumer Déjà, il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que globalement, les jeunes fument moins. Le prix, ça a joué, non le prix Le prix joue, il a forcément joué pour l'entrée dans le tabagisme, mais en tout cas, les jeunes fument moins. Ça, on l'a vu dans toutes les dernières études. Alors, c'est une excellente nouvelle. Après, forcément, les jeunes ont tendance aussi à faire d'autres conduites à risque. Notamment, il y a d'autres substances qui peuvent être fumées par les jeunes. Notamment, il y a le risque du tabac chauffé, notamment les IQOS ou les choses comme ça, qui eux sont pas comme la cigarette électronique, parce qu'il y a quand même, même si ça brûle moins fort qu'une cigarette normale, il y a quand même quelques substances qui peuvent quand même être nocives. Et ça peut quand même être un peu plus addictif pour nos récepteurs, et donc entraîner ensuite plus tard un passage vers la cigarette. Donc le message pour les jeunes, ça serait non, en effet, de ne pas tomber dans le tabagisme, mais attention aussi aux autres substances qui peuvent ensuite entraîner d'autres addictions et éventuellement même passer à la cigarette normale.
Quels sont les défis actuels dans la lutte contre le tabagisme et comment pouvons-nous les surmonter? Alors, donc, on a vu que d'un point de vue santé publique, il y avait beaucoup qui avait été fait pour lutter contre le tabagisme. On a vu que notamment en 2021, il y a eu une augmentation assez nette du prix du paquet de cigarettes. Et il y a eu un corollaire, c'est que ça a diminué les ventes de cigarettes. Donc ça marche. Est-ce que ça marche indéfiniment? Oui, dans d'autres pays, en tout cas. Dans d'autres pays, à chaque fois qu'on augmente le prix de cigarettes, on fume moins. Après, on a vu aussi qu'il y a des inconvénients, c'est que forcément, ça augmente aussi les cigarettes qui sont de contrebande. On a vu que, par exemple, les zones où il y a le plus de diminution de la consommation de cigarettes, c'est les zones frontalières. Donc, on peut supposer que c'est aussi lié au fait qu'on n'achète pas forcément le tabac chez notre buraliste dans ces cas-là. Mais donc, d'un point de vue santé publique, l'augmentation du prix a été très efficace. Est-ce qu'il faut encore l'augmenter? Sans doute, mais attention quand même au revers de la médaille que la cigarette soit pas achetée par d'autres voies parce que sinon ça sert à rien. Et ensuite, s'intéresser surtout au dépistage des pathologies liées au tabac. D'ailleurs, on y vient. D'accord. On y vient. Je vous laisse parler du dépistage, de l'importance du dépistage. Non, en fait, de plus en plus, on a eu des études qui nous ont montré que chez une population à risque, donc qui a fumé, le cancer du poumon, qui est donc une des maladies les plus fréquentes et les plus graves qui existent, avec environ 30 000 décès par an en France chaque année, on sait que plus elle est diagnostiquée tôt, meilleures sont les chances de guérison. Donc sur quoi repose le diagnostic? Et donc en effet, il faut faire des scanners le plus précocement possible, avant qu'on ait des symptômes. On a dit tout à l'heure que c'était une maladie souvent silencieuse au début, pour que on puisse la dépister tôt et donc la guérir. Parce que plus elle est diagnostiquée tôt, plus les chances de guérison sont optimales. Et donc, de plus en plus, il y a des programmes qui ont été mis en place, et il y a un programme national aussi qui va être mis en place pour justement essayer de faire du dépistage un peu organisé, à l'image de ce qui est fait pour le cancer du sein. Pour l'instant, c'est pas du tout validé par les autorités pour le cancer du poumon, mais en tout cas, pour l'instant, on est sur un dépistage individuel. Un patient qui fume, il peut aller voir son médecin, et il est totalement légitime de bénéficier d'un scanner thoracique faiblement irradiant pour essayer de détecter le plus précocement possible une anomalie sur son scanner. Après, on n'est pas encore dépistage collectif et organisé. On y viendra sans doute. Il y a des programmes pilotes qui sont faits justement pour essayer de montrer qu'il y a un intérêt à aller chercher toute la population qui a fumé pour justement essayer de détecter le plus tôt possible cela. Mais déjà, on peut à titre individuel le faire. Alors pour finir, quel serait votre conseil le plus important pour quelqu'un qui hésite encore à arrêter de fumer? Alors, je redirai ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt à tout âge. Et il y a toujours un intérêt, que ce soit médical évidemment, à tout âge, où on augmente son espérance de vie, quel que soit l'âge en arrêtant de fumer, plus tôt étant le mieux, et surtout avant d'avoir une maladie, forcément. Il y a aussi un intérêt financier qui rentre en ligne de compte, mais le principal message, c'est que il y a un intérêt à tout âge à arrêter de fumer, et donc c'est jamais trop tard pour arrêter. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous. Merci à toutes et à tous, auditrices et auditeurs. Vous pouvez retrouver cette interview sur le site radiojm.fr, notre page Facebook et Instagram, ou sur l'application Radio JM. Et bien sûr, si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez écrire sur notre page Facebook ou en privé sur mon mail rebecca@radiojm.fr. Merci. Retrouvez les interviews santé de Rebecca.